j'espère que vous allez bien. Quel plaisir et quel bonheur, mais même quel honneur de pouvoir vous amener aujourd'hui en visite à l'Institut Océanographique de Monaco. On a été invité pour faire le tour non seulement de l'aquarium mais aussi des coulisses, donc je suis hyper impatient de découvrir ça. J'ai fait cet aquarium une fois il y a quelques mois mais j'ai pas vu les coulisses, donc j'ai vraiment trop hâte. Je sais que les animaux déjà sont magnifiques à l'intérieur, ça va être trop cool. Et je ne suis pas tout seul pour cette visite, je suis accompagné d'un grand de l'aquariophilie récifale. Nous avons la chance d'avoir Boris de Récifatome avec nous, on va commenter les bacs, on va faire tout ça. Merci Boris d'avoir accepté, et surtout merci de nous amener, c'est grâce à lui qu'on est là, donc merci énormément. Avec plaisir. C'est vrai, ça va être cool. Tu as mis le petit t-shirt Récifatome, tu viens en représentation de cette belle société. Vous connaissez déjà Récifatome, mais si vous ne connaissez pas, googlisez ça. C'est la fine fleur de ce que vous pourrez trouver en produits aquariophiles récifaux en France, voire même en Europe. Je parle beaucoup, je te fais ta promo, mais on va aller voir cet aquarium et je pense que ça va être magnifique. Allez, c'est parti, bougez pas les amis, on y va. On débute la visite avec un aquarium à requins. Moi j'ai toujours trouvé ça hyper impressionnant. La vitre elle fait 7 mètres de haut je pense. Donc il y a déjà un très gros volume. Les requins ils ont vraiment pas mal de place pour évoluer. On a fait une vidéo sur les requins il y a quelques semaines et je vous disais combien c'était important de leur donner du volume aux requins. Bon bah là ils ont du volume. L'aquarium est vraiment impressionnant parce qu'on est vraiment mais face à cette masse d'eau, c'est vraiment impressionnant. Et les animaux sont en forme incroyable. Il n'y a pas que des requins dans le bac, je vois des sardines tropicales qui sont nées à l'aquarium. Il y a quelques poissons chirurgiens aussi. On a une raie guitare là, magnifique. Et on a des petits platax aussi qui sont nés à l'aquarium. Ils sont nés ici les platax je crois. Ouais, je crois qu'ils sont nés aussi ici. Et putain, cette masse d'eau là, c'est impressionnant. Là-haut, il y a les requins pointe noire qui nagent. La tortue là. Et il y a une tortue. Elle est où? Ah, je l'ai même pas vue la tortue, elle est dans le décor là-bas, je l'ai même pas vue. Et moi, ce qui me fascine quand même, c'est qu'il y a une colonie de poissons clowns, là, des amphiprions, je pense que c'est des phrénatus là-haut. Et les requins, bah, ils ont pas l'air d'y toucher quoi. Alors que si j'étais un requin, mais j'irais croquer du poisson clown, mais tous les soirs quoi. Tu sais comment tu connais un naso Vas-y. d'un autre chirurgien? En fait, les nasos, ils ont 2 paires de scalpels. Ah ok. Ah ouais. Et les chirurgiens, les acanthuridés, les abrasomats et tout, ils ont une paire de scalpels. D'accord, ok. Et les prionurinés, ils ont 3 paires de scalpels. D'accord. Et c'est rare, les prionurinés, ça devient gros. Et c'est là que tu revois que c'est des nasinés, donc des nasos. Parce qu'ils ont les doubles. À chaque fois, c'est double, c'est double. Ok. Putain, mais les nasos, ils font 20 kilos ici. Ah, ils sont balèzes. Ah ouais. Ah, il existe des plus grands que ça. Bon, ces aquariums, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aquarium de Monaco, c'est un des plus vieux aquariums au monde, les amis. Cet aquarium, il a été monté en 1910. Donc, je trouve ça trop cool aujourd'hui de pouvoir le visiter et d'être avec Boris, parce que Boris, il a une expertise aquariophile quand même très moderne. Donc, du coup, ce qui est cool, c'est que on va réagir à ce qu'on voit sur des aquariums qui sont si vieux de conception, mais avec des méthodes qui permettent d'avoir des animaux au top du top. Donc, c'est vrai que par rapport à d'autres aquariums publics, on va être avec des aquariums monstrueux et tout, c'est pas le délire ici. Ici, c'est vraiment les conceptions un peu à l'ancienne où vous allez avoir pas mal de biotopes reconstitués, des volumes qui vont être parfois très importants, mais ils partent pas sur des structures méga géantes comme on peut le voir dans certains aquariums. Mais moi, je trouve ça plus cool parce qu'en tant que passionné aquariophile, là, on a de quoi se mettre du corail sous la dent, quoi. Tu vois, j'ai pas vu un corail en plastique, Boris. Hein. Il y a pas un corail en plastique. Allez, viens, on avance, on va démarrer. Historiquement, il faut savoir que déjà, quand je travaillais à l'aquarium du Cap d'Agde il y a 15 ans, tout le monde parlait de Monaco, que Monaco avait un centre scientifique, ils faisaient beaucoup de recherches, notamment sur le taux de croissance des coraux, sur Stylophora. Ah ouais. Et en fait, ils ont un savoir-faire sur le bien-être animal. Ah ouais. Donc on a vraiment une super eau, on voit des poissons, des coraux, regarde, des turbinaires. Magnifique. C'est vraiment bien éclairé, on voit qu'il n'y a pas de carence, Ah ouais. on voit qu'on a une belle présentation. Et c'est sûr, bon voilà, il y a du Stylophora, il y a 5-6 espèces de coraux, mais tu vois qu'elles sont en pleine forme. Et que ce soit les poissons ou les coraux, les animaux sont vraiment en pleine santé. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans beaucoup d'aquariums, les coraux, il y a un bac avec des coraux vivants et le reste, ils vont habiller avec de la résine. Là, il y a des coraux partout. Tout est blindé de coraux. Et il y a des poissons, ils ont plusieurs dizaines d'années, on en parlera tout à l'heure, enfin vous êtes pas prêts quoi. Moi j'adore là tous ces petits bacs là où on va voir des espèces vraiment spécifiques. Regardez Cantigaster solandri là, il est super le petit bac là. Ah, mais la taille des Palitora, ils sont aussi grands que ma main quoi. Et tu vois qu'ils ont du vert mais que le vert ils l'ont un peu perdu tu vois, mais qu'ils ont les reflets verts. C'est éclairé blanc. Hein, ah oui c'est pour ça, c'est peut-être qu'avec un peu plus de bleu on le verra mieux. Il y a un poisson pomme de pin qui est juste là-dessous. Ouais ça c'est magnifique ça. Alors moi j'adore les bacs comme ça verticaux, les bacs fausses. Ah je trouve ça magnifique. Vous voyez vous avez à peu près 1,80 m de hauteur d'eau. Donc c'est fait en métacrylate et je trouve ça vraiment trop beau. Après est-ce que tu conseillerais ça chez un particulier toi? Franchement oui. C'est vrai? Ouais. Ok. Parce que ce qui est bien c'est que les lumières là, sont orientées vraiment côté coraux et côté récif.
Là, le métacrilat, tu dois pas prendre trop la... Donc t'as pas trop d'entretien. Ah ouais, ok. Du coup, là, t'as vraiment la profondeur, parce que d'ici au fond, il y a au moins... Ah, il y a 1m50, ouais. Facile, hein. Ouais, là, c'est un bac qui fait quoi? Il fait 3000 litres, 4000 litres, voire facile, plus, ouais. 4 mètres cubes minimum. Ouais. Ça, tu peux le conseiller, parce que c'est des grosses pièces, c'est fixe, les coraux vont pas tomber. C'est pas un bac où il y a beaucoup d'entretien, tu dois mettre les mains dedans. Ouais, ça c'est magnifique, t'as ça dans ton salon, t'es le roi du monde. Ce plan-là, avec stand, avec les demoiselles. C'est magnifique. Et puis je trouve que le choix des poissons, il est vraiment très très beau en termes de couleurs, tu vois, les jaunes, les roses, le contraste avec les gématomes, là, c'est vraiment superbe. Hein. Alors là, il y a un bon exemple de comme quoi on peut avoir des poissons prédateurs et des coraux, c'est pas incompatible. Hein, parce que là tu lâches un poisson clown, il dure 5 secondes dans le bac. Hein. Bah là, si tu regardes bien, il y a très peu de petits poissons. Il y a deux grosses rascasses déjà, elles sont balèzes. Hein. Ensuite, t'as un mérou quand même. Ah ouais, mérou, grasse Kelly, magnifique. Ça, je me souviens, ça, ils vendaient ça dans les animaleries avant pour mettre dans ton aquarium, genre normal. T'as le poisson ballon, je sais pas si tu l'as vu, mais la rotron, il est magnifique. Et l'Achille, le roi du bac. Acanthurus Achille, ce poisson chirurgien. C'est lui le plus agressif, c'est lui qui vient et qui... Il a peur de rien, lui. Hein. Le bac est magnifique, regarde, c'est entretenu, c'est clean, c'est propre, les poissons, tu vois, qui sont bien grands. Et puis tu vois, ça m'étonne que la rotron, il défonce pas les cériantes. Je pense qu'il va bien à la cantine. Et puis tu vois qu'il y a des poissons qui sont vieux, les rascasses, elles ont l'air d'avoir... laisse tomber, elles ont connu Cousteau, c'est sûr, quoi. Franchement, il est magnifique, le bac. Alors là, les amis, on a une espèce qu'on voit pas souvent, c'est le poisson soigneur. C'est un poisson vraiment spécifique. Merci. En fait, moi, ça me fait toujours de la peine de voir ces aquariums comme ça dans les aquariums publics, mais je trouve ça important. Ici, ils font de la sensibilisation à la pollution. Et donc, dans ce bac, il n'y a rien d'autre à part des déchets plastiques. Et quand on se rend compte comme c'est horrible, en fait, ça permet aux gens de prendre conscience qu'à chaque fois que tu jettes une bouteille ou une canette dans la mer, toi, tu vois pas ce que ça donne, mais à la fin, ça donne ça. Et franchement, c'est dégueulasse. C'est vraiment triste. Mais je trouve ça bien pour les nouvelles générations de voir ça, quoi, parce que c'est vrai que c'est impressionnant quand même. Hein. Bah, c'est dégueulasse, mais c'est choquant. Et en fait, c'est la réalité. C'est la réalité, quoi. Il y a même une méduse en pointure 44. Les amis, Boris il est dégoûté parce qu'il a des centaines de coraux chez Récifatome, mais là, il y a une espèce qu'il a pas. Gardinerosiris. Regardez, il est deg. C'est beau. Il y en a deux que j'ai pas. Ah, il y en a deux. Gardinerosiris et il y a le Siripates. Ah, et Siripates, cette espèce de... C'est quoi? C'est une gorgone? C'est quoi? Siripates, là, ça ressemble et en plus c'est bouturable. Mais c'est une gorgone? Non, je pense pas. C'est un corail. Ah, c'est un corail, ok. Je suis méga chaud parce qu'il est très 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 joli. C'est joli, hein? C'est peu représenté. Ouais. Il est vraiment beau. Ouais, c'est vraiment pas mal. Là, les amis, on a un bac qui est impressionnant. Je sais pas quel volume il fait, mais c'est impressionnant. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que dedans, on a des poissons-anges adultes. Et c'est vrai, Boris, qu'on voit rarement des poissons-anges atteindre cette taille-là, on est d'accord. Des poissons-anges adultes qui ont une trentaine d'années. Voilà, c'est ça. C'est des poissons qui ont 30 piges, quoi. Donc les trucs, ils ont eu le temps de grossir. Le paru, il est impressionnant. Pomacanthus paru, poisson des Antilles françaises. Poisson-ange des Antilles françaises. Magnifique. Moi, c'est le Ciliaris. Le Ciliaris, je le trouve magnifique. Qui vient aussi des Antilles françaises, poisson originaire de Guadeloupe, qui est vraiment magnifique. Et puis là, on a aussi un beau banc de Zebrazoma flavescens. Et explique-nous pourquoi un Zebrazoma flavescens, aujourd'hui, ça vaut 800 € en magasin, alors qu'avant, ça valait 50 balles. Qu'est-ce qui s'est passé, Boris? Il s'est passé qu'il y a eu des quotas. En fait, il y a une entreprise qui a réussi à les reproduire. À partir de ce moment-là, le gouvernement a dit, bon, bah, si on arrive à les reproduire, on les vendra plus sauvages, on va les vendre d'élevage. Parce qu'ils venaient d'Hawaï. Ils venaient d'Hawaï, et donc tous les quotas à Hawaï sont bloqués, donc le sauvage ne sort plus. Là, c'est des individus sauvages. En plus, on le voit, ils sont bien dodus, ils doivent pondre. Tu sais, les flaves, pour qu'ils pondent, il faut au moins 1 mètre de haut. Ah ouais, bah là, ils les ont. Donc là, ils les ont, donc ils tourbillonnent et ils vont pondre. Donc je pense que là, il y a des super géniteurs. Et du coup, bah, c'est des individus sauvages qui, à l'époque, étaient importables. Maintenant, c'est plus possible. Ok, donc en fait, le fait qu'ils aient ban l'export d'Hawaï fait que les prix ont monté de dingue et qu'aujourd'hui, si vous voulez des spécimens d'élevage, c'est 200-300 € un bébé. Oui. Mais si vous voulez des spécimens sauvages, bah, ceux qui ont été importés avant le ban, bah, les gens, ils les vendent une fortune et un sauvage adulte, maintenant, ça vaut quoi? 600-700 € facile. Ouais. Il y a aussi un autre enjeu, c'est que c'est la course aux géniteurs parce que c'est bientôt, il y a plein d'entreprises qui vont réussir à l'élever. Okay. Pour l'instant, il n'y a que Biota qui arrive dans le monde. Et élever des poissons chirurgiens, il faut forcément que les individus qui pondent, soient des sauvages. Ah oui, d'accord. En fait, c'est pas tu vas arriver sur la 2e, 3e, 4e génération, ça ira de mieux en mieux. Okay. C'est le contraire. Okay. Ils sont de plus en plus stériles. D'accord. Donc on cherche à avoir des individus sauvages, des bons géniteurs. Donc ça a fait augmenter la cote du Zebrazoma flavescens sauvage. Ok, à l'heure actuelle, il y a plein d'éleveurs qui sont prêts à mettre très cher. Et tu le vois par exemple sur les Friedmani ou les Aldabrensis, les Pseudochromis, tu vas vraiment avoir une ponte sauvage, une ponte de F1, une ponte de F2, une ponte de F3. Ah ouais, plus les générations. Une diminution de la taille, une diminution. Incroyable. Bien sûr, c'est des généralités, mais là, un banc de géniteurs sauvages de flaves comme ça, bien gros, bien dodu, c'est quand même... Ouais, c'est de plus en plus rare.
Il y a 700 méduses, il a repéré la seule qui est mal formée. Regarde, elle a 6 estomacs. C'est vrai qu'elle a 6 estomacs. Les autres en ont 4. Ce qui est impressionnant chez les méduses, donc ça c'est des Aurelia auritas, donc ça peut se trouver en France, vous en trouvez dans les tantos. Les tantos, 2 fois par an ça bloom. Il y en a des milliers qui sortent de l'étang, il faut se mettre du côté de 7. Et ce qui est ouf chez les méduses, c'est quand elles ont été nourries, vous voyez la nourriture qui est dans l'estomac, et là on voit qu'elles ont mangé des Nauplies d'Artemia, elles sont toutes remplies. Bon, j'avoue, ils ont pas rigolé sur le volume de l'aquarium à méduses là, c'est un bac circulaire qui tourne, donc évidemment les méduses, pas d'angle dans les aquariums et un courant toujours perpétuel pour pouvoir les mettre en mouvement. Pour en reparler avec le plus gros producteur d'Europe de toutes les méduses, vas-y. Il produit 12 ou 15 méduses différentes. Ok. Il les fait en palox carré et il me dit que ça c'est un peu nous qui nous l'imposons. Ah ouais? On n'est pas obligé? Pas du tout obligé. Ok. Il dit c'est plus simple. Mais en vrai, il n'y a pas de risque si c'est en carré, si le courant est bien fait. D'accord. Et il produit tout en bac carré. Ok, très intéressant. Et là, elles ont quand même un bon... tu vois, ça va vite, hein, elles tournent, tu vois. Putain, c'est impressionnant ça. Les gens, ils adorent les méduses dans les aquariums publics et on comprend pourquoi. C'est fascinant, franchement, c'est sublime. Sublime. Il y a plusieurs espèces de mideuses ici. Là, on est dans l'espace Méditerranée. Donc, vous retrouverez toute la faune méditerranéenne, les poissons qui vivent dans les herbiers, les trucs et tout. Et il y a vraiment aussi une partie tropicale. Donc, on va plus se consacrer à la partie tropicale aujourd'hui, mais il y a aussi une grosse partie Méditerranée où vous pourrez trouver toute la faune locale exposée dans des super bacs. On est avec Laurent qui est responsable opérationnel des aquariums. Est-ce que j'ai écorché le titre ou pas? Non, c'est parfait. Ok, c'est parfait. On est devant le bac, en fait, un bac extérieur. Donc ça, moi, je trouve que l'implantation de l'aquarium est vraiment impressionnant parce que le bac a une vue sur la mer, c'est magnifique. Et dedans, il y a une tortue kawan qui est en captivité tu m'as dit, il y a plus de 20 ans maintenant. Ouais, c'est ça, en 2011. Donc ça fait un petit moment. Elle est passée de plein de bacs en plein de bacs. Et puis là, elle a trouvé un bac relativement balèze et elle va encore changer bientôt parce qu'elle a grandi à vue d'œil. En fait, ce qui est incroyable, c'est que ces aquariums, les vitres, elles sont pas en verre. Tout à fait. En fait, c'est par rapport à la contrainte de la pression et de la longueur et de la colonne d'eau, on n'a pas des verres assez épais. Ok. Donc là, on est obligé de passer en plexiglas, une métacrylate. Et là, en fait, tout va jouer sur l'épaisseur. Donc, en fait, la seule contrainte qu'on aura, c'est la contrainte de poids par rapport à la mise en place. C'est tout. Donc, on peut imaginer des vitres. Par exemple, à Cherbourg, il y a un bac de 10 mètres de haut, les vitres font 25 cm d'épaisseur. Donc là, on est beaucoup moins. Et du coup, ça veut dire que cette vitre, elle est arrivée en un seul bloc? En fait, cette vitre, elle est arrivée en plusieurs morceaux. Ok. Et donc, en fait, si tu regardes ici, on voit qu'il y a un léger mirage. Ah, et après, vous ressoudez la vitre entre elles, en fait. Alors, c'est pas nous. Ok. Là, généralement, c'est le fabricant. D'accord. Du métacrylate, on le fait venir, les gars ils sont équipés, ils travaillent en chambre confinée, température régulée, ils mettent la colle, il y a des capteurs de température partout, là ça ne rigole pas, parce que là la moindre bulle, c'est plié. Et c'est mort. Ok. Et c'est mort, et là ça coûte très cher. Ouais, parce qu'une vitre comme ça, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, les amis. Là, on a le prix d'une très belle voiture. Je pense qu'une vitre comme ça, c'est au moins un billet de 40-50 000 euros juste pour la vitre. Et du coup, l'épaisseur, donc elle nous permet d'avoir des contraintes de pression et de poids. Donc en fait, il n'y a pas de limite sur le métacrylate. Tu peux faire n'importe quoi en fait. Théoriquement, d'où les gros bacs. Les tunnels, tous les tunnels à requins, tout ça, c'est fait en métacrylate. Quand on va avoir une forme arrondie, c'est le principe du pont. Ok. C'est-à-dire qu'on a une meilleure résistance. Ah oui, parce que la pression. Par rapport à la colonne. Mais généralement, la colonne d'eau n'est pas très importante, mais ça permet de diminuer un petit peu les épaisseurs, comme pour les cylindres, comme pour une piscine. Bien sûr. Une piscine hors sol, on travaille avec des épaisseurs très faibles. Donc il y a un anneau en métacrylate, proportionnellement à une vitre droite par rapport à la hauteur d'eau, il va être moins épais. Finalement, il va être moins épais. Ok. Dernière question qui est peut-être un peu débile, mais comment vous faites pour gérer les algues avec un bac en extérieur comme ça qui est plein soleil? Eh ben, très bonne question, Tanguy, très bonne question. Donc, on va plonger toutes les semaines. Ah ouais, voilà, dans le bassin. Les gens qui sont en plongée vont bouger le sable. Et là, en fait, le sable, alors bon, vous avez repéré, là, le bassin est plein sud, donc on est en éclairage maximum. Le sable est encore propre parce que en fait il y a 3 semaines on a sorti le sable, il a été passé à la bétonnière, rincé, nettoyé pour enlever toutes les algues qui s'étaient vraiment incrustées dedans. L'opération a pris quasiment une semaine. Ah ouais, d'accord, donc il y a un gros boulot de nettoyage. Ouais, c'était un gros boulot, surtout qu'on l'a fait bien, on a traité au Perox pour vraiment être sûr de tout éliminer. Ok. Le principal avantage du métacrylate, c'est qu'en fait le verre, une fois que c'est rayé, c'est plié, c'est fini, tu peux jeter ta vitre. Le métacrylate, quand tu as des mauvais visiteurs qui rayent, et ben tu as des bons ouvriers qui peuvent polir derrière et reprendre la rayure, c'est ça? Ça dépend de la profondeur, mais en théorie, oui. Donc, en général, sur des choses un petit peu superficielles qui ne dépassent pas le millimètre, 2 mm maxi, c'est récupérable. Sinon, on est obligé de... on voit, il y a une déformation, on ne peut pas reprendre toute la vitre. Mais derrière, ils sont en train de polir.
pour te rendre une vitre nickel quoi. Ils ont des sacrées machines quand même. Hein. Ouais, complètement. Bon, ils sont pas là au petit chiffon avec le petit produit. Non, bah là c'est des vrais pros, donc ils ont vraiment une grosse expertise dans le domaine. Ok. Ils sont venus il y a 2 ans, donc là grosso modo tous les 2 ans. Ok, tous les 2 ans. Parce qu'entre les rayures volontaires, involontaires, on a fait venir une entreprise aussi, c'est pareil, là il y a un mois, qui est venu faire le polissage de l'intérieur du bassin. Vous l'avez vidé le bassin? Ah non, pas du tout, ils étaient en plongée, opération plongée, donc ils ont des outils pneumatiques. Okay. Alors, par contre c'est assez gourmand en air, un peu bruyant, mais les poissons réagissent plutôt bien. Okay. Et donc, tu vois, si on regarde bien, parce que la tortue en fait travaille pas mal. Ah, avec ses ergots et tout là. Avec les ergots, la carapace des fois, boum. Ah ouais. Bon, on l'a bien récupéré, donc du coup maintenant deuxième phase à l'extérieur. Un petit peu plus tard, on passera et on verra la différence entre une vitre qui n'a pas été faite et une vitre qui a été faite. Ok, avec plaisir. Voilà. Impressionnant. Ok les amis, on va aller voir la salle de filtration du bac à tortues qu'on vient de voir. Mais Boris il a jeté un coup d'œil déjà. C'est comment? J'ai jeté un coup d'œil, clairement, de tous les aquariums que j'ai visités, cette salle elle est impressionnante, c'est neuf, c'est calibré, c'est propre, tout est automatisé. C'est le top du top? J'ai jamais vu encore de pièces plus technologiques que celle-là. Putain, vive à Monaco. C'est parti, on va voir. Non mais attends, Laurent, là ce que je vois là, c'est juste la filtration de la tortue là? Eh ben oui. Enfin non, du bac tortue. Oui, parce que la tortue n'est pas toute seule. Ouais, bien sûr. Fait attention. Bien sûr, il y avait des gros poissons. Le bassin est plein sud. On a une tortue de plus de 107 kg, elle est à 107,5 bon on va pas chipoter, mais donc là on est à 4,5 kg, 5 kg de nourriture par Ah ouais, donc on est en max pollution dans l'aquarium en gros tous les jours, donc faut filtrer derrière. Là on rigole pas sur la filtration. Ah bah là vous avez pas rigolé du tout là. Je te laisse découvrir, là tu as une première salle avec la filtration. Wow. Moi j'avais l'impression d'avoir un gros filtre dans ma piscine. Mais là t'as un budget de 200 000 € pour la tortue là. Non mais c'est ultra impressionnant. Non mais vous vous rendez compte de la taille de la filtration juste pour un aquarium? Et puis c'est ultra moderne, c'est que des appareils ultra modernes, il y a des sondes partout. Ah c'est barjou. On n'est pas à Monaco pour rien. Vous savez, ici les gens, ils roulent en Ferrari, mais les aquariums, les filtrations, c'est des Ferrari pareils. Non mais c'est impressionnant. Et ce que j'adore, c'est que là on est dans la partie coulisses, donc déjà c'est cool parce que quand on va visiter un aquarium, on n'a pas accès aux coulisses normalement, mais même pour la partie coulisses, ils font de la pédagogie, et donc même dans les coulisses, ce qui est destiné en fait aux gens qui visitent et tout, il y a de la petite pédago, et ça fait plaisir. Franchement, j'ai jamais vu une filtration pareille pour un bac, c'est impressionnant. Ok les amis, là on est dans la cuisine de l'aquarium, et on est avec Océane, qui porte très bien son nom pour bosser ici, il faut le dire quand même. Océane, tu t'occupes de quoi à l'aquarium? Moi je suis technicienne aquariologiste en tropical, donc okay. On fait plusieurs tâches, on s'occupe du soin aux poissons. Aujourd'hui je suis attitrée à la cuisine, donc j'ai fait toute la préparation pour l'ensemble de l'aquarium, que ce soit méditerranéen, tropical ou le grand bassin avec les requins ou la tortue. Donc là tu as cuisiné pour tout l'aquarium ce matin? J'ai cuisiné pour tout l'aquarium. Ah ouais, ok. Ça t'a pris combien de temps? Ça m'a pris environ 1h30. Ok, donc 1h30 de préparation pour nourrir tous les habitants de l'aquarium. Tout le monde mange pas la même chose, je suppose? Tout le monde mange pas la même chose, Méditerranée et tropical c'est un peu différent, forcément les poissons n'ont pas le même habitude alimentaire. Ok. Et les requins ont droit à une bonne dose de truites et de saumon. Ok, pas mal, putain, ils sont bien nourris hein, ici, on mange bien, on mange bien à la Corne de Monaco. C'est quoi ce que je vois au fond, c'est une chambre froide? Oui, là-bas c'est la chambre froide, c'est là où on va stocker du coup toute la nourriture des poissons. Ok, on peut regarder? Venez voir, venez voir. Toujours moins 20 degrés. Ah ouais, moins 20, ça caille, j'ai pas pris la doudoune. Ah oui, ok, donc t'as ta petite chambre. Ah mais comme un resto en fait. Donc en fait c'est comme une cuisine d'un restaurant. C'est ça. Tout pareil, tu stockes tout congelé. Je stocke tout congelé, oui. Et donc tu décongèles avant de préparer à manger? Comment ça se passe? Tu décongèles la veille? Alors non, en fait, ce qui est là va ensuite passer dans les congélateurs qui sont ici, les deux petits congélateurs. Ok. Le matin, on enlève du congélateur, on découpe, on fait les proportions parce que du coup on a des proportions attitrées à chaque jour. Ok. Et ensuite on a une tour de décongélation qui est juste là. Ah ouais. Qui en fait toute la journée va donc décongeler pour la journée d'après. Moi j'allais dire vous le mettez à baigner dans l'eau chaude, mais non, ils ont une tour de décongélation spéciale et tout pour pas que les bactéries se multiplient trop vite et tout quoi. Ok, trop cool. Là, vous avez la fiche cuisine. Ok. Ah ouais, où t'as toutes tes petites popotes, ok, voilà. Pas mal. Donc en fait on en a une pour tous les jours et on a par secteur Méditerranée tropicale les grands bassins, la réserve et la tortue, et ça nous définit qui doit manger quel jour. Ok. Et donc ça diffère chaque jour puisque les requins et la tortue au niveau des grands bassins, ils ne vont pas manger tous les jours, ils vont manger 2 fois par semaine. Ok. Petite question Océane, ça me paraît assez idyllique de bosser dans un aquarium comme ça, mais est-ce que c'est un métier où tu as quand même la pression ou pas?
Personnellement non, après c'est à nous de jauger comment on veut travailler. C'est assez polyvalent, c'est assez ludique je trouve moi l'aquariologie en tant que technicien aquariologiste. On peut avoir de la pression quand on a des gros projets qui arrivent, quand on a un changement de bac, un changement de décor et là il faut respecter des délais et il faut respecter des coûts. À ce moment-là on peut avoir la pression, mais sinon ça reste quand même un métier de passion, on aime ce qu'on fait et on est là pour les poissons, pour le public et pour sensibiliser évidemment. Très beau discours, on est là pour les poissons, c'est vrai. Comme tous les abonnés de cette chaîne, on est tous là pour les poissons aujourd'hui. En fait, on fait une pause dans la visite là, parce que Boris il fait une conférence au sein de l'aquarium pour tout le staff de l'aquarium sur le marché du corail en France. Regardez. Ok les amis, là on est dans la partie labo en fait de l'aquarium et en fait c'est super intéressant. Je suis avec Stéphanie qui est biologiste, donc merci beaucoup Stéphanie parce qu'elle nous a déjà raconté plein de trucs super intéressants. Et Stéphanie aussi, elle s'occupe d'aller faire des recherches de pathogènes, ça se dit comme ça, chez des poissons. Donc du coup si vous avez un poisson malade, bah, vous l'identifiez à l'œil, bah, elle a toute une série de machines pour aller chercher exactement précisément quelle bactérie va attaquer le poisson pour pouvoir après développer des formules pour repousser cette bactérie. Là, qu'est-ce que tu nous montres? Ça a l'air, c'est l'infiniment petit là, c'est quoi tout ça? Oui, alors ça c'est suite à une prise de sang, donc c'était pour voir en fait un requin qui était anémié. Donc là c'est simplement pour regarder le taux de renouvellement de ces globules rouges. Donc les globules rouges en fait c'est toutes les cellules qu'on va avoir là. Donc la particularité des poissons en fait c'est d'avoir des cellules nucléées, c'est-à-dire que les globules rouges contrairement à chez nous ils ont un noyau. D'accord. Donc on peut pas en fait envoyer ces prélèvements à un laboratoire classique de biologie. Donc on est obligé de faire les comptages sur place. Et en fait là on voit que le requin est en train de guérir parce que c'est ici on peut voir des globules rouges en fait qui sont nouvellement synthétisés, donc des cellules qui sont toutes jeunes, donc il est capable de renouveler son sang. Donc en fait elles sont transparentes avec un plus gros noyau et d'une forme un peu plus ronde. Donc il y en a une ici, là aussi. En fait je calculais le taux de renouvellement de ces globules. D'accord, et là il va bien le requin, il est en bonne forme du coup? Là il est en train de récupérer, oui. Ok, allez, on lui souhaite bon courage, ça va aller. Bah, accroche-toi père requin. Venez voir, venez voir. Là je suis dans la partie filtration uniquement pour l'aquarium des requins et déjà je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 filtres à sable au-dessus. Je pense qu'il y a la même quantité en bas, c'est hallucinant. Je comprends pourquoi la qualité d'eau est top. Non mais dans l'aquariophilie, il y en a, ils sont passionnés de plomberie, tu sais, pour faire la plomberie et tout. Ici ils seraient contents. Hallucinant le nombre de vannes, de tuyaux, de circuits d'eau qu'il y a pour un seul bac, ça me fait halluciner. Franchement c'est complexe. Très complexe. Je t'ai vu toucher à la vanne numéro 5 Boris. Attends. On va la remettre d'aplomb parce que je suis pas sûr. En vrai, c'est très complexe et ils injectent de l'oxygène dans le circuit d'eau de façon à remonter en oxygène le taux dans l'aquarium parce que la forme de l'aquarium plus tout ce circuit de flotte fait que l'eau s'appauvrit en oxygène avant d'arriver dans le bac. Donc il est réinjecté ici. C'est vraiment impressionnant. Moi, ce qui me sidère, c'est qu'il y a un humain qui connaît parfaitement le circuit et qui se dit « Ah mais attends, s'il y a un problème là, c'est que la vanne numéro 14 doit bugger. » C'est Barjo. Ok les amis, là on est dans la partie préférée que j'adore faire quand on va dans un aquarium. Ce sont les coulisses qu'on n'a pas accès normalement. Donc là c'est vraiment trop cool, il y a plein de choses. Et là on a un petit Chelmon rostratus qui est un poisson que en tant qu'aquariophile vous reconnaissez peut-être, qui n'est pas vraiment évident à maintenir sur le long terme en captivité, soyons honnêtes. Même s'il mange parfois, on sait pas trop pourquoi, mais ils sont pas faciles à maintenir en captivité. Mais lui il a un problème. Qu'est-ce qu'il a Stéphanie lui? Alors il a eu un gonflement de l'abdomen en fait. On sait pas vraiment à quoi c'est dû, mais pour le moment en fait on a isolé une bactérie dans son liquide intracéphalique et on est en train de le traiter à un antibiotique justement adapté à la bactérie en question. Donc là vous voyez ils sont dans des aquariums de quarantaine ou de traitement, c'est des aquariums qui sont vides, il n'y a pas de décor, il y a juste une cachette pour minimiser le stress, mais ça permet de pouvoir faire des traitements, de changer la flotte facilement et de ne pas tuer de la flore bactérienne qu'il pourrait y avoir dans le sol ou dans des masses et tout. Ce que je disais à Stéphanie, c'est que je trouve qu'ils prennent immensément soin des poissons. Et par exemple elle m'expliquait que ce poisson il lui prélevait du liquide dans l'abdomen depuis toutes les semaines depuis un moment parce qu'ils y tiennent et qu'ils veulent vraiment le soigner. Ce poisson ça fait des années qu'il est ici et que c'est pas du tout des animaux consommables à exposer au public et quand ça se passe mal on les jette. Non, il est soigné, chouchouté, une équipe de scientifiques qui cherche ces bactéries. Moi je trouve ça topissime. Que ce soit un poisson ou un éléphant, et ben en fait ils ont la même valeur au sein d'une collection zoologique j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment très cool et magnifique. Quel âge il a, on sait?
Non, on l'a au moins depuis 5 ans. Ah ouais, ça fait déjà au moins 5 ans que vous l'avez quoi. Trop cool. Les amis, je suis avec Laetitia qui fait partie de l'équipe de la reproduction des poissons ici, on peut dire ça comme ça. Donc ils essayent de reproduire forcément des poissons marins. Les poissons marins, c'est plus ou moins facile à reproduire. Il y a des espèces, on n'y arrive pas. En fait, c'est pas qu'on n'arrive pas à les reproduire, c'est qu'on n'arrive pas souvent à élever les proies dont vont avoir besoin les larves. Donc c'est ça la difficulté, c'est ça, c'est pas de les faire pondre, c'est d'élever les larves. On est d'accord. Donc là, par exemple, ils se sont mis sur un groupe d'Anthias quamipinis, qui sont des poissons qui sont très prisés en aquarium, vraiment magnifiques et tout. Et en fait, elle m'expliquait que ces poissons pondent très régulièrement. Donc si par exemple ils ratent un lot d'œufs, c'est pas grave parce qu'ils vont repondre très très vite pour pouvoir retenter l'élevage de la larve. Mais comment ils récupèrent les larves? Et c'est là que Laetitia va nous expliquer. Regardez ça, ce collecteur DIY. Explique-nous tout. Alors tu vois, c'est un seau à champagne de base. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Même avec un seau à sel, là par exemple, tu vois, en version beaucoup plus grande. D'habitude on fait avec ça d'ailleurs parce que c'est plus grand. Là sur un bac comme ça, tu vois, il est un peu petit, donc on a fait sur un volume plus petit. D'accord. Adapté, quoi. Après tu vois, c'est 2 morceaux de PVC avec des coudes. Ok. Voilà. À l'intérieur là, tu mets un exhausteur, donc un bullage. Ok. Tu crées un exhausteur, donc tu mets un bullage. Et en fait, du coup, là, tu as la surface dans ton bac. Ok. Alors, ça marche pour les œufs flottants, évidemment. Ok. Ah oui, parce qu'il y a certains poissons, les œufs ils flottent, d'autres ils coulent. Et il y en a d'autres qui vont faire sur des supports. Et qui vont les coller, genre les poissons clowns. Exactement. Ok. Voilà. Donc là, du coup, en surface, ça va être aspiré, ça va rentrer là-dedans. Avec la maille, tu as ton eau qui va sortir, mais tes œufs vont rester piégés. Donc en fait, toi, tu récupères tes œufs dans le seau à champagne, quoi. C'est ça. Tu récupères, on regarde un peu la quantité qu'on a, on regarde si c'est fécondé aussi. Ok. Des fois, on a des œufs, mais c'est pas fécondé. Ou alors, il y a des petits couacs. Et là, c'est là où on va pouvoir voir si on adapte la nourriture un peu mieux, etc. des géniteurs. D'accord. Parce que c'est comme ça qu'on aura des meilleures pontes, quoi. Ok. Plus ton géniteur il sera beaucoup nourri et plus tu auras des pontes de qualité, quoi. Et donc ça te permet en fait de récupérer une partie des œufs qui a été récupérée d'un coup, de pas aller les chercher à l'épuisette ou quoi, et après de pouvoir les transférer et de partir de là, quoi. C'est ça. Alors évidemment, on va pas réussir à tout avoir dans ça, mais ça nous permet de récupérer une bonne partie. Et sur cet aquarium-là, par exemple, qui est en réserve, donc c'est pratique, on a isolé vraiment les animaux qu'on voulait, donc là, une espèce en particulier. Et sur ce bac-là, on a même un récolteur à la surverse, en fait. Ok. Donc à la sortie, donc on a 2 collecteurs. Et donc on a des œufs un peu là, dans les deux, quoi. C'est comme les poules en fait, t'arrives le matin, tu récupères tes œufs et ça redémarre, quoi. Ok, trop cool. Voilà. Bah franchement, joli projet, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Moi, je t'en prie. Là les amis, il y a la pouponnière des coraux. Donc les coraux en fait, ils se reproduisent de 2 manières, soit de manière sexuée et en gros les coraux vont faire des œufs qui après vont faire des larves qui vont se fixer et redémarrer, soit par bouturage. La plupart des coraux, tu peux les bouturer. Donc tu peux couper un seul tout petit fragment, un seul polype et il va repartir de ce polype. Et donc là vous avez tous les coraux qui ont été bouturés dans différents bacs de l'aquarium qui maintiennent ici, qui font repousser et après ils vont dispatcher dans les bacs. Donc là je vois des acroporas, je vois des zinophoras, je vois des Seriatopora milka, des calandrium, il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Et c'est vraiment très cool. Et les coraux sont bien en couleur et tout, ils sont bien au top, hein. Ils savent de quoi ils parlent. En même temps, l'aquarium il est ouvert depuis 1910, c'est un des plus vieux aquariums au monde. Donc ils ont quand même un peu de bouteille, hein. Ils ont pas démarré l'élevage marin hier, quoi. Et ça se sent parce que les animaux sont ultra en forme et surtout les animaux sont vieux. Je vais vous montrer tout à l'heure dans la partie tropicale des poissons qui ont plus de 40 ans. C'est magnifique. Franchement, je suis au paradis. Je suis comme un ouf. J'ai l'impression d'être chez Willy Wonka, la boutique de chocolat, mais version animaux marins, quoi. C'est incroyable. Sous mes pieds, les amis, il y a un poisson, le poisson le plus commun que tu puisses trouver au monde. Qu'est-ce que c'est? La sardine. Et ben la sardine, il faut pas croire, mais c'est un défi à reproduire en captivité. Et là, ce que j'ai sous les pieds, ce sont des sardines tropicales. Ils ont mis des années à réussir à les reproduire et maintenant ils y arrivent. Là, ils ont un lot, il y en a 1500. Et le plus impressionnant là-dedans, c'est quoi? Bah, c'est déjà qu'ils aient réussi à reproduire ce poisson, hein. Mais c'est surtout que vous savez comment ça coûte une sardine née en captivité? Vous savez comment ça se vend en aquarium? Et ben, ça se vend bien plus cher que ce qu'on paye pour la bouffe. Pour la nourriture, nous, une sardine, une boîte de sardines, c'est quelques euros et il y en a 5 dedans. Et ben, une sardine vivante pour un aquarium, ça vaut au moins 25 € pièce. Vous vous rendez compte? 25 € pièce à se vendre comme ça quand ils commercialisent des sardines nées en captivité. Incroyable. Pourquoi ça vaut si cher? Bah, parce qu'il y a du taf derrière. Et que là, pour reproduire ces sardines, ils sont une équipe de 5 et ils ont un peu galéré au début, donc c'est normal que ça se paye derrière un prix normal, quoi. Voilà, t'as compris, quoi. Eh les amis, derrière moi, il y a la doyenne de l'aquarium de Monaco. À votre avis, cette murène, elle est là depuis combien de temps? Je vous le dis, vous pouvez pas le savoir. Cette murène, elle est arrivée ici il y a 70 ans. Combien?
Vous vous rendez compte le nombre de générations de soigneurs qui se sont succédés pour s'en occuper? Bon, quand on la voit aujourd'hui, elle fait un peu vieillarde quand même, on a l'impression que c'est un peu l'EHPAD, hein, cet aquarium. Mais 70 ans, et elle a été amenée par des pêcheurs à l'époque, elle était déjà adulte, donc on n'a aucune idée de quel âge elle a. Ça se trouve, elle approche les 100 ans, c'est incroyable. C'est une gymnothorax unicolore, donc une espèce de Méditerranée, et elle est vraiment trop belle. Elle est vieillarde, mais elle est quand même impressionnante. Hein. 70 piges, les gars. 70 ans. Ok, regardez les amis, incroyable, c'est la première fois que je vois ça. L'épuisette, elle est pas en filet, mais elle est en plastique. Tu peux m'expliquer pourquoi, Bruno? Ouais, en fait, c'est des mailles en silicone, c'est tout simplement pour éviter de blesser les animaux ou éviter qu'ils se maillent quand ils ont par exemple, les poissons-anges avec les pointes sur l'opercule. Mais bien sûr. Là, voilà, comme ça évite. Mais c'est une pure idée. Mais attends, on va lancer une marque d'épuisettes en silicone. C'est trop bien. C'est vous qui les fabriquez ou vous achetez? Non, on les achète. Ok, ah donc ça se vend déjà. Mais tiens, pour les aquariophiles, j'ai jamais vu quoi. Jamais vu. Ah, c'est génial. Ouais. Faut développer ça. Boris! Alors là, on est en fait dans la partie arrière des aquariums de présentation. Donc on est dans la partie, ce qu'on appelle la partie technique. Vous allez retrouver les décantations de chaque aquarium, les écumeurs et tout, classique. Mais ce qui est pas classique, c'est la vue. Là, je travaille. Tac, tac, tac sur mon aquarium. Mais tiens, j'ai envie de regarder la vue. Hop là. Nice. Je me sens vraiment ultra chanceux de pouvoir accéder à la partie coulisses et je suis trop content de vous la partager parce qu'en fait un aquarium, le prisme par lequel on va le voir est toujours différent et ce bac je l'ai trouvé magnifique quand j'étais en face, là en bas tout à l'heure, j'ai regardé les gématomes et tout, c'était trop beau, mais le voir de dessus, je trouve ça encore plus impressionnant. Donc c'est vraiment trop cool de pouvoir faire les coulisses et j'espère que ça vous plaît parce que je passe une journée incroyable. Eh les amis, ma phobie, regardez ce sous-marin, il a été développé en 1966 et c'est un biplace et ça descendait à 100 mètres de profondeur. Franchement, tu me payes, je monte pas là-dedans, quoi. T'irais, toi? Non. Bon les amis, franchement Boris c'était incroyable, hein. Ouais, on a été super bien reçus, l'endroit magnifique, la technique incroyable. On sent que voilà, on est à Monaco, ils ont quand même un beau budget pour faire tourner l'aquarium et ça se sent. Ils ont du savoir-faire aussi. Il y a les deux en fait, c'est que tu as le savoir-faire allié au budget et ça donne franchement une visite vraiment super cool. Le staff a été adorable avec nous, franchement on a été super bien reçus, merci énormément, franchement on a été ultra bien reçus. Boris, merci beaucoup de nous avoir permis de faire cette visite, mais aussi merci beaucoup de nous avoir donné toute ta vision. Moi j'ai trouvé ça trop cool de confronter l'aquarium moderne versus l'un des plus vieux aquariums du monde et franchement on s'est bien retrouvé parce qu'on a trouvé des coraux et des poissons magnifiques. Si vous venez dans le sud, si vous venez à Monaco, vous ne pouvez pas passer à côté de la visite de cet aquarium si vous êtes passionné d'aquariophilie. C'est un temple le truc, c'est vraiment le temple de l'aquarium marine. Tout a démarré ici en 1910 et je peux vous dire qu'en 2024 ça tient encore bien la route, hein. Ça a vu passer Cousteau en directeur. Cousteau en directeur, monsieur Jobert en directeur, monsieur Ignette en directeur, que des grands noms de l'aquario, donc ça fait plaisir. Et en tout cas, le commandant Cousteau, il avait laissé un petit souvenir quand même, hein. Incroyable. Les amis, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Foncez voir le site de Récif Atome si vous voulez vous péter la rétine et les yeux avec des coraux. C'est chez eux que ça se passe. Voilà, ils ont tout le matos dispo et ils envoient tout en 24 heures. Genre tu commandes le dimanche soir, le mardi matin, c'est chez toi. C'est rapide. C'est rapide, c'est réactif et des animaux et du matos de très bonne qualité. Donc Récif Atome, le sang de la veine. Bon non mais c'est vrai, hein, tu vois, quand c'est très bien, on le dit évidemment beaucoup. Nous, rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine. Gros bisous et venez à l'aquarium de Monaco, ça vaut grave le coup. Bisous les amis, ciao.